Alors, on va commencer, si vous voulez bien. Je voudrais simplement souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont là. On a quand même des spectateurs ce matin, c'est bien. Alors, merci beaucoup à ceux qui se sont donné la peine de se joindre à nous ce matin. Juste pour un petit rappel, donc ce matin, on a une présentation des gens de Ligue Parents et Tel Jeune qui vont nous parler de la situation, de la réalité des parents en temps de crise de la COVID. On comprend que les parents vivent différentes situations je dirais, extraordinaire de ces temps-ci, compte tenu de la crise de la COVID. Je vais donc tout de suite donner la parole à Myriam, qui va se présenter, qui va présenter sa collaboratrice Geneviève aussi. Et moi, je m'efface pour le reste de la présentation. Alors, bonne présentation. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Bon début de journée. Merci d'être présent ce matin pour parler de la réalité des parents en temps de crise exceptionnelle, celle qu'on vit en ce moment, celle de la crise du COVID-19. Je vais vous informer un peu de la ligne parents, mais juste pour vous mettre en contexte, en fait, Tel Jeune que vous connaissez peut-être déjà et Ligne Parents là, sont une même organisation. Donc, les intervenants qui interviennent auprès des jeunes de 20 ans et moins, 24 heures, 7 jours, sont les mêmes que ceux qui interviennent auprès des parents. Donc, 24 heures, 7 jours semaine aussi. Donc, je le mentionne comme ça pour votre information personnelle. Donc, ça se peut que dans la présentation, parfois, on puisse faire référence à Tel Jeune pour vous donner aussi quelques nuances en lien avec ce que vos jeunes, vos enfants peuvent vivre. Voilà, aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Geneviève Henry, qui est intervenante à Tel Jeune Ligne Parents, qui est une intervenante de longue date chez Ligne Parents Tel Jeune, qui va faire la deuxième partie de la conférence. Donc, juste un petit peu pour votre information, là, pour vous parler de nos services, au cours de la dernière année chez Ligne Parents, on a rejoint environ 14 500 parents, c'est-à-dire qu'eux, ils nous contactent soit par téléphone, par clavardage ou par courriel maintenant, qui est un nouveau mode de communication pour les parents chez Ligne Parents. Toutes ces façons de nous rejoindre-là, nos coordonnées sont sur le site Internet de Ligne Parents. Donc, c'est les 3 façons pour les parents de nous rejoindre 24/7. Et on a un site web aussi de Ligne Parents qui regorge d'informations par rapport à la réalité des familles, la réalité du rôle de parents aussi. Donc, on vous invite à le consulter. Les sujets qui sont abordés à Ligne Parents, c'est la vie familiale au quotidien. Donc, c'est des questions sur les besoins de l'enfant, sur les besoins de l'adolescent, l'encadrement à la maison, beaucoup de questionnements sur la santé mentale de vos enfants, besoin de ventiler. Donc, c'est tous ces thèmes-là. On peut penser à la routine pour les jeunes enfants, des inquiétudes au niveau, par exemple, des relations amicales de nos enfants, un enfant qui vit une peine d'amour, un enfant qui vit des difficultés à l'école. Donc, tout ce qui est relié à votre rôle de parent, vous pouvez contacter Ligne Parents à ce sujet-là. Donc, voici pour nos services. Puis, si jamais vous avez des questions supplémentaires au cours de la présentation, n'hésitez pas à les mettre dans le clavardage pour qu'on puisse y revenir. Aussi, je voulais mentionner que en fait, à Ligne Parents, je l'ai dit, mais ce sont des intervenants professionnels qui répondent, donc des personnes qui ont une formation en relation d'aide, donc que ce soit en psychoéducation, en psychologie, en sexologie, en criminologie. Les intervenants sont vraiment là avec leur bagage, leur connaissance, mais surtout leur écoute pour vous accompagner à travers ce que vous vivez. Donc, aujourd'hui, le contexte de la conférence, c'est vraiment, premièrement, moi, je vais vous faire un peu le portrait de la situation qu'on observe à Ligne Parents en ce moment. Donc, vraiment en lien avec la COVID, parce que vous vous doutez bien qu'on a beaucoup de contacts qui concernent cette situation-là en ce moment. Donc, on va vraiment faire un portrait de toutes les raisons, toutes les difficultés pour lesquelles les parents nous contactent. Et j'imagine que ça va vous parler, que vous allez peut-être vous reconnaître dans l'un ou l'autre ou plusieurs de ces cas de figure-là. Donc, on va faire un petit portrait général et ensuite, ma collègue Geneviève va reprendre le flambeau pour vous parler de quels défis actuellement les parents rencontrent dans leurs interventions avec leurs enfants et avec leurs ados. Mais aussi pour vous offrir des pistes d'intervention concrètes dans le contexte actuel.
Donc, on s'est creusé les méninges pour essayer de vous donner peut-être des pistes concrètes, peut-être un petit peu d'encouragement ou des solutions pour essayer de voir cette situation-là là, d'un autre œil aujourd'hui. Donc, voilà pour les deux parties de la conférence. Donc, je vais commencer avec le portrait de ce qu'on voit à Ligne Parents depuis le 13 mars, parce que tout ça, c'est depuis le confinement. Hein? Donc, depuis que les familles sont confinées ensemble 24/7, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les difficultés qui ressortent, ou en tout cas que nous, on entend à Ligne Parents? Et vous allez voir que des fois, je vais faire des petits liens avec tel jeune parce que parfois, on entend aussi des difficultés des jeunes à la maison, puis ça nous donne une idée des défis que les parents peuvent rencontrer. Donc, premièrement, ben, il y a des enjeux au niveau de la discipline avec les enfants qui restent à la maison. Donc, quand je parle de ça, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir des conflits répétés dans la fratrie. On n'est pas habitué d'être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec son frère ou sa sœur, les enfants qui ne vont plus à l'école. Donc, il peut y avoir des conflits au quotidien qui vont émerger. Il y a aussi des fois des fratries qui, d'emblée, s'entendaient moins bien, puis que là, ça peut être difficile. Certaines fratries, par exemple, vont apprendre à mieux se connaître et peut-être à mieux se côtoyer. Il peut avoir le positif comme le négatif, mais les parents qui appellent peuvent avoir à gérer là, des enfants ou des ados qui ne s'entendent pas bien, puis ça rajoute une charge quand même très importante dans la famille. Deuxièmement, il y a les enfants qui sont plus réactifs à la routine chamboulée. Donc, quand je parle de routine, ben, vous savez, ça peut être par exemple la routine du sommeil. Donc, des enfants qui vont avoir plus de difficultés à s'endormir le soir. La routine du dodo était parfaite en temps normal. Puis là, tout d'un coup, tout fout le camp parce que c'est différent, parce que l'enfant vit une réalité différente dans son quotidien. Ça se peut. Ça peut être des enfants qui sont plus réactifs, qui ont une humeur changeante. Ça peut être des enfants qui ont besoin de plus d'attention, qui vont faire plus de crises, alors que généralement, ils se géraient un peu plus facilement. Donc, les émotions étaient plus facilement gérées. Donc, il y a des enfants qui vont être plus réactifs à ça, puis on peut le comprendre parce que même nous, comme adultes, notre quotidien est chamboulé, puis on peut être plus réactif nous-mêmes à ces changements-là. Pour les enfants qui, en plus, des fois, n'ont pas le recul pour comprendre la situation globale, bien, ça peut apporter des changements là, dans leur façon de réagir à des choses qui, normalement, étaient faciles pour eux. Deuxièmement, il y a la difficulté à expliquer la situation aux enfants et aux adolescents. Donc, il y a beaucoup de parents qui nous contactent, qui avaient parfois déjà des enfants ou des ados qui étaient plus anxieux d'emblée, ou qui voient apparaître chez leurs enfants de l'anxiété par rapport à la situation actuelle. Donc, on a déjà eu, par exemple, chez tel jeune, je fais le parallèle, mais des ados qui nous appellent et qui nous disent, ben, je commence à faire des crises de panique quand je suis confrontée aux nouvelles, ou d'habituellement, je ne suis pas stressée, mais là, je ressens vraiment des signes d'anxiété, des crises de panique. Donc, il faut vraiment, cette situation-là est exceptionnelle, puis des fois, on s'est adapté beaucoup dans les derniers temps. Il ne faut pas négliger aussi l'explication qu'on fait aux enfants, et Geneviève va vous en parler un petit peu plus loin, de comment on peut expliquer ça à nos enfants pour qu'ils soient moins anxieux, ou en tout cas qu'ils puissent gérer leur anxiété. Il y a aussi, ça c'est une situation qui est plus propre aux adolescents, mais qui, au début de la crise, surtout, on l'entendait, des adolescents qui banalisaient la situation, qui étaient réactifs face aux mesures de confinement. Donc, on sait que pour les jeunes, pour les enfants aussi, mais pour les adolescents particulièrement, en ce moment, ce qui est vraiment difficile, c'est de ne pas voir leurs amis, de ne pas voir leur chum, de ne pas voir leur blonde. C'est vraiment un défi pour eux, puis faut pas c'est pas un caprice en l'adolescence d'avoir envie de voir son cercle social. C'est très normal, ça fait partie de leur développement. Donc, on leur en demande beaucoup là, aux jeunes en ce moment de se couper de ce cercle-là. Et oui, ils peuvent communiquer autrement, mais le contact avec leurs amis est vraiment important pour eux. Et là, ils ne l'ont pas en ce moment. Donc, on avait beaucoup de parents qui nous téléphonaient pour savoir comment gérer un enfant qui veut désobéir, qui remet en question les mesures de confinement. Beaucoup de parents qui disaient, ben moi, par exemple, je suis un travailleur essentiel, je suis une infirmière, une préposée aux bénéficiaires, ou je suis en contact avec des gens vulnérables, et là, mon enfant veut voir ses amis. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc,
beaucoup de difficultés là, à expliquer la situation, à avoir des arguments ou à pouvoir expliquer la situation dans des mots que l'ado ou l'enfant va comprendre. Ensuite, il y a toute la réalité de la conciliation travail, famille, école à la maison. Donc, juste le titre démontre à quel point c'est beaucoup d'adaptation. Il y a des parents qui sont en télétravail, donc qui vivent déjà une méga adaptation et qui, là, en plus, doivent gérer les enfants à la maison. Donc là, ça chamboule le sentiment de compétence au travail, ça chamboule aussi le rôle de parent. Il y a beaucoup de culpabilité. Je veux passer du temps avec mon enfant, mais en même temps, tout nous prend plus de temps. Donc, il y a tout ça. Il y a aussi des parents qui vivent un énorme stress étant donné une perte d'emploi, par exemple. Donc, qui vont devoir gérer cette difficulté-là pour eux, être inquiets financièrement, donc vivre des défis et puis devoir en plus gérer les enfants à la maison. Et par-dessus tout ça, bien évidemment, dans les dernières semaines, il y a eu l'école à la maison. Donc, on a encouragé les parents, bien que ce ne soit pas obligatoire, à faire l'école à la maison ou à encourager les enfants à faire certaines activités proposées par l'école. Puis ça, c'est un tout nouveau rôle pour les parents, hein, en plus du télétravail et en plus peut-être d'une possible perte d'emploi. Donc, c'est sûr que ça amène toutes sortes de défis. Ça peut amener même des conflits entre les parents et les enfants dans le sens où on n'est pas habitué de jouer ce rôle-là auprès de notre enfant, c'est le professeur qui le fait habituellement. On est confronté aux défis de nos jeunes, à leurs difficultés. Donc, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Ensuite, ben, je trouvais ça important de le mettre en plus gros titre, mais il y a vraiment le stress du parent. Parce que là, je vous ai parlé tantôt qu'il y avait des enfants ou des ados qui pouvaient être plus anxieux, mais vous pouvez être plus anxieux en ce moment parce que c'est une période d'incertitude, c'est une période difficile et exceptionnelle. Donc, il y a l'enjeu de devoir gérer ses propres inquiétudes tout en rassurant nos enfants ou nos ados. Donc, ça, c'est un défi, hein, parce qu'on veut être rassurant, puis en même temps, c'est vraiment normal que comme adulte, vous viviez aussi ce stress-là. Et on a peu de concret hein, à quoi se raccrocher en ce moment. Donc, incertitude face à la suite des choses, ça complète un peu ce que je disais, mais donc, on a peu de concret, on ne sait pas ce qui s'en vient. Ça, c'est un des défis dont Geneviève va vous parler tantôt. Il y a aussi un désir des parents de bien respecter les consignes du confinement, de la distanciation sociale, tout en respectant ses valeurs de parents. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les parents comprennent la nécessité de toutes ces règles-là et veulent les respecter. Puis en même temps, c'est pas tout le monde qui a le même point de vue par rapport à la situation. C'est pas tout le monde qui veut faire respecter les règles de la même façon à la maison. Puis ça, c'est super important parce que comme parent, vous êtes le meilleur parent pour savoir ce dont votre enfant a besoin. Ça se peut qu'il y ait des choses sur lesquelles que vous fassiez des compromis, puis c'est normal, puis on est comme dans une ère aussi où tout le monde donne son point de vue par rapport à la situation, fait que ça peut amener beaucoup de stress, mais c'est important quand même de respecter ses valeurs, mais il y a une dualité là en ce moment entre vouloir respecter les règles, mais vouloir respecter nos valeurs aussi. Donc, la routine complètement chamboulée, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais c'est certain ce qu'on observe dans plusieurs familles, c'est qu'il y a un désir de maintenir une routine dans la famille pour les enfants et pour soi-même, pour son couple aussi. Donc, ça peut être difficile parce que on le sait, en tout cas, c'est ce qu'on observe, c'est que ce qui était bon hier n'est pas nécessairement bon pour aujourd'hui ou pour demain. Donc, la routine est chamboulée par rapport à la normale déjà, mais elle peut être chamboulée aussi d'un jour à l'autre. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup d'adaptation. Il y a aussi un changement des règles dans la maison. J'en parlais un peu tantôt quand je parlais des valeurs, mais c'est certain que des fois, par exemple, on a des parents qui nous contactent qui disent « ben moi, le temps d'écran, pour moi, c'est très important de ne pas en donner beaucoup. J'ai des règles très strictes à la maison par rapport à ça. » Puis là, je me rends compte qu'il faut que je change un peu ma vision de cette règle-là. En même temps, il y a des choses qui sont encore importantes pour moi. Donc, les parents se questionnent beaucoup sur la routine qui est chamboulée puis les règles qui viennent avec, qui sont différentes. Voilà. Il y a également la proximité et le manque d'intimité. Les parents, les jeunes sont confinés ensemble 24 heures, 7 jours.
Donc, surtout à l'adolescence, où le jeune a besoin d'aller explorer à l'extérieur du nid familial, il y a vraiment une proximité qui peut être gênante par moments, qui peut être inconfortable. Puis, il y a un manque d'intimité, je pense particulièrement aux personnes qui vivent dans des plus petits espaces. C'est pas tout le monde qui a sa chambre, c'est pas tout le monde qui a de l'intimité en général. Donc là, si on est confiné en plus, c'est difficile de trouver ces moments-là. Donc, c'est difficile de trouver un espace pour tout le monde dans les bonnes et les mauvaises journées. T'sais, on sait que dans les mauvaises journées, dans les moments plus difficiles, on a souvent besoin de plus de se retirer, d'avoir notre bulle. Bien, en ce moment, c'est tout un défi, puis ça nécessite beaucoup de communication dans la famille pour pouvoir gérer tout ça. Mais les parents nous le disent beaucoup. J'ai plus d'intimité, par exemple, avec mon conjoint ou ma conjointe. Mes enfants sont toujours là, je suis plus capable, puis c'est normal. On peut se sentir envahi, et les enfants et les parents se sentent envahis comme ça dans leur espace. Il y a aussi des familles pour qui ça crée des moments vraiment agréables. Par moments, ça peut favoriser, ça peut favoriser des moments privilégiés. Puis à d'autres moments, ça peut être très difficile, puis on peut avoir envie d'avoir l'espace, un espace plus personnel. Le sentiment de compétence parentale est chamboulé en ce moment. On a beaucoup d'appels de parents qui vivent des crises avec leurs plus petits. Donc, je pense aux enfants là, de 2 à 5 ans. Je vous disais tantôt que les enfants peuvent être plus réactifs par rapport au sommeil, par rapport à la gestion des émotions. Ça peut être plus difficile. Donc, les familles qui vivent avec des enfants qui font plus de crises, ça peut vraiment venir jouer sur leurs sentiments. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je suis un mauvais parent? Est-ce que je réagis mal à toute cette situation-là? Donc, les parents se posent beaucoup de questions. Puis, ça vient aussi jouer sur la relation parent-ado. Plus de conflits, des conflits qui escaladent plus rapidement, les gens sont plus irritables. Donc, ça vient vraiment jouer sur le sentiment de compétence parentale, que ce soit à l'enfance ou à l'adolescence. Et pour finir, bien, il y a les enfants à défis particuliers. Donc, on a des parents qui nous contactent, qui ont des enfants avec un TDAH, avec un TSA, avec une déficience intellectuelle ou certains handicaps, qui vivent particulièrement un épuisement important, puis qui ont de la difficulté à trouver les ressources pour eux. Donc, qui ont un grand besoin de ventiler, un grand besoin de se sentir accompagnés et écoutés. Puis, je pense que dans le besoin de ventiler, il y a aussi le besoin de trouver un espace pour parler de comment on se sent face à notre enfant, toute l'impuissance qui est possible de vivre. Donc, ces parents-là, avec des enfants à défis particuliers, si en plus il y a d'autres enfants dans la maison, qu'il y a d'autres difficultés, un stress parental, une perte d'emploi, ça se rajoute vraiment au stress au quotidien. Donc, on a aussi des appels de parents à cet effet-là. Alors, ça, c'est le portrait de ce qu'on observe chez les parents depuis le 13 mars, depuis le confinement. Je vais passer le flambeau à ma collègue Geneviève qui va vous parler des défis dans l'intervention actuellement et qui va pouvoir aussi vous donner quelques trucs. Donc, à toi, Geneviève. Merci Myriam. Ben, maintenant, on va regarder ensemble un peu là, les défis qu'on a fait ressortir de notre réalité là, à la ligne parent et de ce qui pourrait vous concerner à la maison. Avant de commencer avec les défis qu'on a fait ressortir, c'est sûr qu'il faut se dire que chaque famille est différente. Chaque famille a des valeurs différentes, a des enjeux différents aussi, que ce soit l'âge des enfants, la situation familiale. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, ben, il y a des familles qui vivent beaucoup de défis justement avec la crise présentement, et il y en a d'autres pour lesquels ça se passe mieux ou qui rencontrent moins de défis. Donc, j'espère que certaines choses vont vous parler. Alors, tout d'abord, ben, c'est ça, on va on va mettre la table avant de parler de nos moyens d'intervention plus concrets sur les défis que vivent beaucoup de parents ces temps-ci. Donc, puis c'est des défis qui concernent évidemment notre relation avec nos enfants ou comment on va intervenir avec nos enfants. Tout d'abord, Myriam en a parlé tout à l'heure, on se rend compte que nos stratégies d'adaptation doivent être constamment changées, et ça se fait quand même assez rapidement par rapport à des situations nouvelles aussi.
Donc, en tant que parent, on est habitué de jongler avec plein de choses. On est habitué de s'ajuster, de s'adapter à des nouvelles situations. Et là, quand on trouve une position confortable, on peut avancer, on se sent bien. Alors que là, il y a beaucoup de changements, que ce soit de faire l'école à la maison, que ce soit de télétravailler, par exemple, avec les enfants, qui nous amène justement à s'adapter constamment, puis ça bouge rapidement. Ensuite, ben, on se rend compte qu'un grand défi en ce moment, c'est l'incertitude. L'incertitude par rapport au quotidien des enfants, par rapport au quotidien des familles, l'incertitude par rapport à ce qui s'en vient, par rapport à ce qu'on connaît de ce virus-là, par exemple, de comment on peut se projeter dans l'avenir. Et ça, on sait que l'incertitude, ben, ça crée un énorme stress, un générateur de stress, en fait, là, de ne pas savoir ce qui s'en vient. Donc, ça peut vraiment habiter plusieurs familles présentement. Il y a aussi le manque de solutions concrètes et de perspectives. Hein. On peut avoir l'impression de manquer de ressources ou encore de solutions par rapport à des situations qu'on vit en ce moment à la maison qui ont rapport, qui sont particuliers à la crise. Donc, je vais vous donner un exemple qui va peut-être parler à plusieurs parents, si ce n'est que de télétravailler avec des jeunes enfants qui sont à côté. Donc, on peut se rendre compte qu'on va faire face des fois avec plus de crise parce que l'enfant a besoin de plus d'attention, mais on doit télétravailler. Et là, on se demande, mais c'est quoi la solution? Alors que pour le moment, ben, ça se peut qu'on en manque de solutions puis qu'on doive avancer avec la situation comme elle est. Mais ça, c'est un grand défi pour plusieurs parents. Ensuite, ben, ce qu'on a vu dans notre tableau aussi, là, suite avec nos appels et nos clavardages sur la ligne parents, c'est que leurs jeunes, les enfants sont plus vulnérables hein, à cause de cette crise-là présentement. Et puis, les difficultés qu'on vit avec nos enfants vont être exacerbées. Ou encore, les difficultés que nos enfants vivent vont être exacerbées, excusez-moi. Donc, jeunes plus vulnérables, ben, c'est des jeunes qui vont avoir des vécus émotifs ou qui vont déjà avoir une santé mentale des fois plus fragile. Ça va être augmenté avec le stress que la crise peut produire en ce moment. Il y a des suivis aussi qui peuvent être arrêtés, des jeunes qui consultaient des travailleurs sociaux, des psychologues. Donc, ça peut mettre aussi les jeunes plus vulnérables. Et puis, c'est sûr qu'être toujours ensemble, ben oui, les difficultés familiales vont être exacerbées, comme le disait Myriam. On est 24 heures sur 24 ensemble. Qu'on vivait comme difficulté avant, dans quelques moments de la journée, maintenant, on le vit quotidiennement, 24 heures sur 24. C'est comme si ça mettait au marqueur jaune, finalement, là, les difficultés qu'on pouvait vivre. Si on avait de la difficulté à communiquer avec notre ado, ben là, on le voit vraiment beaucoup parce qu'on est constamment en relation avec lui, par exemple. Si au niveau de la discipline, ben, on se rend compte qu'il y avait certains enjeux plus difficiles, ben, il va falloir l'appliquer plus souvent, la discipline, donc on va le voir plus souvent. Donc ça, c'est un grand défi là, auquel les familles sont confrontées présentement. Finalement, ben, on est constamment en train d'éteindre des feux dans le moment présent sans trop savoir quel sera le résultat ou si c'est la bonne chose à faire. Donc, évidemment, ça demande beaucoup d'énergie d'être constamment en réaction parce qu'on doit s'ajuster, comme on se disait tout à l'heure, on doit être constamment en train de s'ajuster par rapport à des nouvelles réalités. Donc, évidemment, éteindre des feux, ben, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de ne pas trop savoir des fois où on s'en va, ça demande d'être en mode réaction aussi. Et puis, ça peut être difficile de ne pas avoir justement d'horizon par rapport à est-ce que les feux que j'éteins présentement, ça va être nécessaire pour éteindre mon feu de forêt? On ne le sait pas encore. Donc, il faut vraiment y aller un jour à la fois. Ça va être très important. Puis d'ailleurs, y aller un jour à la fois, si vous voulez bien, on va passer justement à nos façons d'intervenir, à des petites choses là, qui pourraient vous aider au quotidien avec les enfants. Vous allez voir, c'est très général. On a essayé de vous ressortir des trucs qui pourraient vous aider quotidiennement en situation de crise. Puis, j'ai envie de rajouter à ça, qui pourrait vous aider même quotidiennement, qu'on soit en situation de crise ou pas, c'est des choses qui
qui se valent aussi, là. Donc, on se disait tantôt, éteindre des feux, à la fois, on est en mode réaction. Bien, tout d'abord, j'ai envie de vous parler de la validation des émotions. Donc, ce qui peut être une piste intéressante avec les enfants, c'est vraiment de valider les émotions au lieu d'être en mode solution, donc en mode on éteint des feux, on essaie de trouver des solutions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement, valider les émotions? Bien, tout d'abord, ça prend une disposition. Il faut être disponible, il faut être à l'écoute, observateur. Et ensuite, il faut prendre le temps de nommer avec notre enfant, notre adolescent, ce qu'on perçoit. Donc, de nommer les émotions. Des fois, je remarque que tu es triste ces temps-ci, ou encore, est-ce que je me trompe, tu as beaucoup de colère? C'est des choses qu'on peut faire. Et quand on le fait, on peut aussi dire, je comprends que ça t'amène beaucoup de colère, ou je peux imaginer que tu sois triste de ne pas voir ton chum, ta blonde. Donc, c'est des choses qui peut être aidant pour que le jeune se sente accueilli, premièrement, se sente validé, puis souvent, on minimise, là, mais c'est important que nos jeunes enfants et adolescents soient entendus en ce qui concerne leur vécu émotif. Donc, et ça, il faut prendre le temps de le faire. Et là, comme plusieurs parents, on peut avoir cette tendance-là, justement, à ce qu'on voit une émotion et on veut apporter une solution. Et ça, il faut faire attention parce que dans ces moments-là, ben, on est en train de réfléchir. On réfléchit à qu'est-ce qu'on pourrait dire à notre jeune, qu'est-ce qui pourrait l'aider pour aller mieux. Et pendant ce temps-là, ben, on n'est pas en train d'accueillir ou encore de valider l'émotion que notre jeune vit. De toute façon, entre vous et moi, il n'y en a pas nécessairement de solution ces temps-ci. C'est correct aussi comme ça qu'on vive nos émotions, qu'on prenne le temps de le faire. Donc ça, c'est une première petite piste là, qu'on peut faire avec les enfants, les ados. Ensuite, ben, on se rend compte aussi avec ce qu'on voit, que c'est important là, d'adapter nos explications de la situation en fonction de l'âge de l'enfant et de sa personnalité. Ça vaut pour tous les sujets de la vie. C'est sûr qu'en ce moment, faire face à ce virus-là ou à cette pandémie-là, c'est très complexe. On peut se lancer dans des explications très recherchées alors que les enfants n'ont pas besoin de ça. Hein? Donc, d'y aller simplement. Vous pouvez vous aider, par exemple, en cherchant des informations sur Internet. Il y a tout plein de graphiques, de dessins, d'explications adaptées aux enfants qui peuvent vous aider en ce sens-là. Ensuite, bien, aussi en fonction de la personnalité de votre enfant, parce qu'il faut être honnête, il faut donner l'heure juste à nos enfants, il faut leur nommer les choses avec un langage qu'ils vont comprendre, mais il y a aussi un tempérament qu'il faut respecter. Donc, un jeune anxieux, par exemple, bien, ça se peut qu'on choisisse les informations qu'on va donner aussi. À l'inverse, si j'ai un adolescent qui vit de pensées magiques et d'eau fraîche, donc qui est plus dans la désobéissance, dans le testage de limites et qui ne croit pas vraiment que c'est dangereux présentement de respecter, par exemple, les règles de distanciation sociale, bien, ça se peut qu'avec un adolescent comme ça, on ajuste nos explications, qu'on en donne peut-être plus que ce que le client demande pour que ce jeune-là soit en mesure vraiment de prendre une décision éclairée, de forger son opinion. Donc, lui va avoir besoin de ces informations-là. On peut aussi les faire parler. Hein, toi, qu'est-ce que tu comprends de la situation? Donc, ça peut aussi être intéressant au lieu de toujours chercher comment adapter notre explication. On peut les amener aussi, eux, à parler de la situation et partir de ce qu'ils connaissent. Ensuite, on se rend compte aussi que de nommer puis de reconnaître les forces de notre enfant, de notre ado, en ce moment, c'est très important. C'est une période qui est difficile. C'est une période où on va vivre des moments familiales, des fois de crise. Des fois, on va se chicaner, on va se parler fort, on va mettre des limites, ça va être difficile de se comprendre. Et ça va prendre beaucoup de place. Il ne faut juste pas oublier de nommer et de reconnaître les forces de l'ado à travers tout ça présentement. Le fait que ce ne soit pas facile, Myriam en parlait tout à l'heure, l'adolescence, nos adolescents ont leur adolescence difficile ces temps-ci par rapport à leurs besoins de base qui sont vraiment restés
et qui sont oubliés, qui sont mis de côté, en fait, et de le nommer, de le reconnaître. À moi, si j'avais été adolescente à ton époque et que j'avais vécu ça, j'aurais trouvé ça vraiment difficile. Je te trouve très bonne, très bon de vivre ça comme ça. Je vois que tu t'ajustes vraiment bien, que tu mets en place vraiment des belles stratégies là, pour te sentir mieux. Je vois que tu FaceTime tes amis, que tu communiques avec eux, ou encore, ça pourrait être un plus jeune enfant, hein? Mais tu vois, tu as commencé à faire des Legos quand tu te sens triste. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de voir ça. Ça te permet de te sentir mieux, hein? C'est vraiment bon pour t'ajuster dans des nouvelles situations. Donc, c'est des messages qu'on peut envoyer, qu'on peut mettre, qu'on peut ressortir, qui sont intéressants aussi pour l'estime de soi là, de nos enfants. Ensuite, une autre petite piste intéressante, c'est sûr que se connecter à l'avenir et à l'espoir, évidemment, lorsque c'est possible, hein. C'est sûr, on n'est pas dans un monde magique avec des licornes, donc des fois, c'est pas toujours possible. Il y a certaines familles qui vivent vraiment des situations très difficiles et se connecter à l'avenir et l'espoir, ça peut être plus ardu pour ces familles-là. Par contre, on n'est pas en train de parler d'un avenir flamboyant et d'espoir gigantesque, là. Je vous parle de se connecter à ce qui s'en vient, le futur, et qu'est-ce qu'il y a de beau qu'on souhaite, par exemple, ou qu'est-ce qu'il y a de beau qui s'en vient. Ce qu'on se rend compte, c'est que de faire parler nos enfants, nos adolescents du beau, par exemple, ça met dans un état émotif qui va s'apaiser, qui va tendre à s'apaiser. Parce que c'est sûr que de broyer du noir, ça a un impact sur notre état émotif. Bien, de penser au beau, de se projeter, de voir de l'espoir, bien, ça aussi, ça peut avoir un impact sur notre état émotif. Et puis, ça peut se faire aussi, par exemple, en projetant des projets familiales, hein? Donc, nous, quel genre de famille on va être après cette crise-là? Qu'est-ce qu'on a prévu? Et de faire participer tout le monde à ce projet-là. Donc, nous, qui on est en tant que famille en dehors de cette crise-là. Donc, ça stimule un peu, des fois, la créativité et puis ça va chercher un peu notre positivisme là, quand on sent là, que c'est un peu plus difficile. Ensuite, bien, cette crise-là a beaucoup de désavantages, nous amène à nous ajuster, nous fait vivre un grand stress, mais offre certainement des avantages aux familles. Donc, être attentif aux avantages qu'on voit, hein, puis de les renforcer, ces avantages-là. Pour certaines familles, ben, ces avantages-là, ça va être de passer plus de temps ensemble, d'avoir un rythme de vie qui a diminué. Pour d'autres familles, ben, d'être plus ensemble. Des fois, c'est un avantage une journée, des fois, c'est un désavantage une autre journée, mais il faut quand même le voir quand c'est un avantage. Ça peut être que là, maintenant, on a plus de temps pour, par exemple, établir des nouvelles règles à la maison qui conviennent à tous parce qu'on a le temps de s'en parler, par exemple, de faire participer les enfants au quotidien, aux tâches ménagères. Ça aussi, c'est un réel avantage parce que, bon, de un, ils peuvent voir ce qu'on fait hein, comme parents, mais aussi, ça les amène à prendre part à la vie familiale, donc à participer, et ça peut leur apporter un sentiment de compétence quand même assez important, tout en augmentant leur estime de soi. Ensuite, ben, c'est sûr qu'un des avantages que les enfants ne voient pas, et que même nous, des fois, en tant que parents, on ne voit pas, c'est tout cet apprentissage-là à s'ennuyer et à ne pas nécessairement avoir une routine une routine d'activité bien organisée dans la journée. Donc, ça peut être difficile pour les enfants et pour les parents aussi de les entendre dire je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, il n'y a pas d'activité, je n'ai pas d'amis avec qui jouer. Ben, dans ce temps-là, si on les laisse avec ça, on leur permet d'aller puiser au fond d'eux justement une petite lueur là, de créativité. Ils n'ont pas le choix de se mobiliser et d'aller chercher en eux des ressources ou encore des activités qu'ils font habituellement pour se changer les idées. Et ça, ben, c'est vraiment un avantage en ce moment de crise. Donc, vous pourrez vous poser la question peut-être et même le faire avec vos enfants. Quels sont les avantages en ce moment qu'on voit, nous, en tant que famille? C'est un exercice qui peut être intéressant. Ensuite,
Au niveau des pistes d'intervention, puis avec plusieurs discussions qu'on a pu avoir avec les parents, se concentrer sur le plus petit pas possible. C'est quelque chose qui peut faciliter le quotidien avec les enfants. Il y a plusieurs parents qui vont avoir cette tendance-là à avoir le résultat. Alors qu'en ce moment, le résultat, on ne sait même pas si ça va être le bon. On fait face à des comportements nouveaux, d'être constamment avec nos enfants, des besoins d'attention très, très grands. Et on veut trouver, évidemment, là, ce qui va régler le problème. Alors qu'on oublie trop souvent de focusser sur les petits pas qu'on fait. Parce que les petits pas qu'on fait, c'est des petites victoires. Pour gravir une montagne, on doit la gravir un pas à la fois. Et il faut se permettre de faire ça. Je vais vous donner un exemple. Myriam parlait tout à l'heure des conflits dans la fratrie. Évidemment, c'est souvent très présent, justement dans un moment où on est tout le monde ensemble. Et là, on peut se dire, bon, ben là, on est un peu tanné, que les enfants s'obstinent tout le temps. Qu'est-ce qu'on met en place? Puis là, ça ne s'arrête jamais. Donc, on est constamment découragé, il n'y a rien qui fonctionne. Alors que si on regarde le petit pas qu'on a fait, bien, ça se peut qu'on ait instauré dans la routine, par exemple, bien, quand on sent que la tension monte trop avant le souper parce que tout le monde a faim, bien, il y a vraiment on met un moment en place où les enfants sont chacun dans leur chambre, par exemple, pour lire, faire une activité tranquille. Et à ce moment-là, on n'a pas de conflit. Oui, ça se peut qu'ils reviennent les conflits, mais à ce moment-là, on a fait un petit pas. Et ça, il faut se féliciter de le faire. Ce moyen-là a fonctionné. Moi, je vous invite vraiment à vous féliciter parce que vous en faites des petits pas et des fois, on ne réalise pas toujours ce qu'on fait pour arriver à ce que ça se passe mieux. Ensuite, laisser de la place aux questions puis aux inquiétudes des jeunes. C'est sûr que là, en ce moment, il y a vraiment beaucoup de questions qui émergent chez nos enfants, beaucoup d'inquiétudes de ne pas savoir ce qui se passe. Et puis, il faut leur laisser la place pour nous parler de ça. Tantôt, on se disait, on est rapidement en mode solution pour nos jeunes. Mais de prendre le temps de les écouter, tout simplement, sans apporter une réponse. Par exemple, notre ado trouve ça difficile de ne pas pouvoir aller voir ses amis. On peut avoir tendance à lui dire « Ah, mais qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais les appeler, les texter. Ah, tu vas voir après la crise, ça va aller mieux. » Mais pendant qu'on fait ça, on ne laisse pas la place à notre ado pour parler de ses inquiétudes. Les enfants sont très sensibles à ça. Quand ils viennent nous parler, ils sont très sensibles à la disponibilité qu'on va avoir puis à l'espace qu'on leur laisse pour parler. Donc, permettez-leur d'avoir cet espace-là. Ça va être important pour eux. Puis, vous allez voir, ça va vous donner plein d'informations aussi que vous n'aurez pas eu accès si vous aviez intervenu plus tôt dans l'échange. Ensuite, doser l'information sur la crise, parler des projets futurs, bien, ça va un peu avec ce qu'on disait. On disait ajuster le discours, mais doser, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en ce moment, quelle place prend l'information concernant la pandémie, concernant la crise actuelle qu'on vit? Quelle place ça prend au sein des discussions familiales versus nos projets versus qu'est-ce qu'on fait comme parents, comme enfants, qu'est-ce qui nous intéresse. Donc, quelle place ça prend? Ça, on peut choisir. Il y a certaines familles qui vont décider d'ouvrir les nouvelles seulement quand les enfants sont couchés et de rapporter les informations. D'autres, avec des ados, vont vouloir les informer davantage, mais vont se limiter au point de presse, par exemple, du premier ministre. Donc, c'est important de doser cette information-là pour pas qu'elle soit omniprésente, parce que si elle prend toute la place, ben, le reste de la vie, nos projets futurs, ben, ils n'auront plus de place. Donc, être attentif aussi à l'évolution du moral de notre enfant. Ça, finalement, c'est notre dernière piste et non la moindre. Donc, tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on peut mettre en place pour, évidemment, si ce n'est que de laisser notre jeune parler de ses inquiétudes, valider les émotions. Et pendant ce temps-là, on est attentif. On va faire un petit bémol ici quand même parce que c'est sûr qu'en ce moment, on est dans une situation d'ajustement, de stress qui amène une certaine anxiété et c'est tout à fait normal que nos enfants, que nos adolescents
puissent avoir un moral affecté en ce moment. Donc, c'est important de relativiser, de prendre du recul par rapport à ce qui se passe, puis d'en parler avec nos enfants. Parce que quand on parle de morale, ça va être l'humeur changeante, l'intensité des émotions, un jeune, un enfant qui va se refermer, qui va parlera plus, ou au contraire, un autre enfant qui va se mettre, qui va être verbomoteur parce que là, il vit beaucoup d'anxiété, puis que ça sort. Bien, tout ça, c'est des comportements normaux d'ajustement en situation de stress. Toutefois, si vous remarquez que ça s'intensifie, que vous avez des inquiétudes parce que c'est vous le parent quand même, ben peut-être amener aussi à travers cette attention-là que vous avez, amener des outils à votre jeune justement pour l'aider à faire face à ses difficultés. Vous pouvez lui parler de tel jeune, par exemple. Myriam vous en a parlé tout à l'heure, qui est vraiment une ressource pour les jeunes. Donc, de se permettre d'appeler quelqu'un pour ventiler. Puis ça peut être aussi même intéressant. Rappelez-vous, vous êtes un modèle pour vos enfants, donc simplement de parler de votre morale, de parler de ce que vous faites aussi. Par exemple, ben, aujourd'hui, je me sentais un peu triste par rapport à tout ce qui se passait. J'avais besoin de prendre du recul. J'ai été prendre une marche. Quand on nomme ça à notre enfant, on est en train de lui montrer qu'on peut utiliser des stratégies pour faire face aux difficultés. Et ne minimisez pas le rôle du modelage en ce sens-là parce que vos enfants, là, ils vous suivent là-dedans. Donc, ça peut être très important aussi de vous nommer, vous, en exemple aussi dans ces moments-là. Donc, c'est un peu là quelques pistes d'intervention ou de façon de faire, si on peut dire, là, pour vous aider dans le quotidien par rapport à vos interventions avec vos enfants ou encore avec vos difficultés dans le quotidien avec vos enfants. On a parlé de l'intervention avec les enfants, de votre rapport avec les enfants, mais votre morale à vous, hein, le moral du parent dans tout ça. Qu'est-ce qui peut vous aider? C'est sûr que chaque parent vit les choses différemment. Chaque parent trouve en lui aussi des moyens pour faire face à la situation. Mais avec nos discussions à la Ligue Parents, ce qu'on remarque et ce qui est aidant, on avait envie de vous présenter là, justement quelques petites pistes là, qui pourraient vous aider à mieux vivre votre rôle de parent en ce moment. Tout d'abord, ben, une des choses, ben, se permettre d'assouplir certaines règles aux besoins puis de choisir nos combats. Myriam le disait tout à l'heure, c'est une situation exceptionnelle qui nous amène à être avec nos enfants 24 heures sur 24. Donc, si notre cadre de vie ne s'ajuste pas à cette nouvelle réalité-là, c'est aussi de minimiser un peu ce qui est en train de se passer. Les enfants ont besoin de savoir qu'il y a une situation exceptionnelle et qu'on est capable aussi de s'adapter à cette situation-là. Mais si la réalité ne change pas d'un sou à la maison, ça peut être un peu déstabilisant pour l'enfant de se retrouver là-dedans. Donc, c'est sûr qu'on va se permettre d'assouplir certaines règles. Je pense, par exemple, Myriam en parlait tout à l'heure, le temps d'écran dans certaines familles, c'est une règle qui a été assouplie, puis qui est aidante pour tout le monde. L'heure du coucher, par exemple. Est-ce que ça se peut qu'il y ait une règle pour rendre le quotidien un peu plus spécial, par exemple, parce que là, tout le monde a le moral un peu à terre ces temps-ci, ben là, on décide que maintenant, on peut prendre le petit déjeuner devant la télé. Donc, des règles qu'on va assouplir qui vont nous aider dans le quotidien. Pour d'autres familles, par contre, ça va être important que ce cadre-là, oui, s'ajuste, mais tout dépendant du tempérament des enfants, évidemment, c'est à vous de voir là, où ça peut être assoupli ou pas. Ça va aussi avec le choisir nos combats. Hein. Ça, c'est une belle phrase qu'on dit souvent, choisir nos combats, mais qui est vraiment très, très importante. C'est que maintenant, dans cette réalité-là, au quotidien, on ne peut pas intervenir à tous les plans, toujours parce qu'on manque d'énergie. Donc, choisissez ce qui est important pour vous. Ensuite, ben, d'accepter nos imperfections, d'être indulgent, de ne pas voir les choses en termes de réussite ou d'échec. Ce n'est pas une compétition. On met de côté l'anxiété parentale ici parce que maintenant, on avance un pas à la fois. Et puis, effectivement, permettez-vous de faire des erreurs. Puis, être indulgent, là, c'est de respecter qui on est en tant que parent avec ses forces et ses limites. Tout le monde a des limites. Tout le monde a des moments trop plus difficiles et il faut simplement s'accepter à travers tout ça.
bon, je dis simplement s'accepter à travers tout ça, c'est plus complexe que ça, vous me comprendrez, mais déjà de faire ce pas-là, d'être gentil envers soi-même, c'est très important. Puis, moi, je vous invite vraiment à continuer de faire confiance à votre instinct, à vos valeurs. Vous êtes les personnes les mieux placées pour savoir ce qui est bon pour votre enfant. Dans des moments très difficiles où on doute de nous, ce qui peut nous aider concrètement, c'est de se rattacher à nos bons coups. Rappelez-vous de vos bons coups, quand ça a fonctionné, quand vous étiez fiers de vous en tant que parent, quand vous êtes découragé, ça peut vous aider aussi à vous sentir mieux. Ensuite, ce qu'on suggère évidemment, comme pour vous aider dans votre morale, c'est évidemment de prendre des moments de recul, des moments de répit. Hein, quand c'est possible, évidemment, on sait que chaque situation est différente, puis qu'il va y avoir des situations familiales plus complexes que d'autres pour prendre du répit. Mais on ne dira jamais assez, pour recharger nos batteries de parents, il faut prendre le temps de se connecter avec qui on est, de se retrouver dans notre bulle, de se reposer. Pour un parent, ça peut être une sieste. Pour l'autre parent, ça peut être d'aller courir dehors. Pour un autre, de lire un livre, mais de mettre ça en place. Concrètement, comment ça peut se faire? On peut même inclure les enfants dans ce processus-là. Donc, de se dire, tout le monde a besoin de son espace, tout le monde a besoin de répit, puis ça peut être aidant pour tous les membres de la famille. Ça va être d'instaurer un moment dans la journée où chacun va être dans sa chambre. Ou simplement de dire, quand je ferme ma porte de chambre, sache que j'ai besoin d'un moment pour moi. Mais pour ça, évidemment, il faut tolérer que nos enfants s'ennuient un peu. Puis on le voyait tantôt, c'est aussi utile ça que nos enfants s'ennuient un peu. Ensuite, de prendre du recul aussi sur les conflits qu'on vit à la maison ou encore de repérer les moments où les conflits escaladent. Ça va être intéressant. Donc, de prendre le temps de s'analyser. Est-ce que ça arrive au même moment? Est-ce qu'on fait face toujours aux mêmes difficultés? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, par exemple, pour pas que ça se produise? Parce que les enfants ne changeront pas leur comportement du jour au lendemain. Mais nous, en tant que parents, on peut mettre des choses en place pour prévenir certaines situations. Si on sait que de discuter d'un sujet, ça met tout le monde à cran autour de la table, ça se peut que ces temps-ci, comme c'est plus difficile, on met ça de côté. On peut le choisir, en fait. Ensuite, ne pas se comparer aux autres parents et aux autres familles. Ça, c'est très important. C'est quelque chose, ces temps-ci, qui est excessivement difficile. C'est un gros défi parce que le bruit des opinions est excessivement fort. Il y a beaucoup de gens qui se prononcent sur plein de choses au niveau de la parentalité et les opinions sont très tranchées. Des fois, ça peut être un petit temps pour justement prendre une pause des réseaux sociaux parce que, évidemment, on a tous cette tendance-là à se comparer, c'est normal, hein, pour voir, OK, est-ce que je fais la bonne chose? Sauf que ces temps-ci, se comparer, c'est faire face à plein d'opinions et ces opinions-là sont tellement présentes que ça nous submerge et des fois, ça va nous empêcher de se recentrer, de se connecter avec quelles sont nos valeurs réelles et qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire et qu'est-ce qui est utile pour nous. Finalement, trouver des ressources extérieures aux besoins, ça peut être de contacter une amie pour ventiler un ami, un membre de la famille, mais de jamais rester seul finalement avec nos difficultés quand on est parent, parce qu'évidemment, et donc vous en parlez avec conjoint. Et il y a nous, il y a la ligne parent où vous pouvez nous contacter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous voulez prendre du recul sur une situation, ça va nous faire plaisir là, de vous répondre. Donc, c'est un peu là, ce qui faisait le tour là, de nos quelques pistes pour vous aider en tant que parent. Donc, Myriam s'est jointe à moi là, présentement. Je ne sais pas, Myriam, est-ce que tu as eu des questions de... En fait, il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais c'est très bien conclu, Geneviève. Je pense que le message que les parents doivent entendre aujourd'hui, puis dans cette période-là, c'est qu'il faut toujours aller chercher de l'aide quand on sent qu'on est au bout du rouleau, quand on sent qu'on a besoin de prendre le recul sur certaines situations. Puis on n'est pas obligé d'attendre non plus d'être au bout du rouleau. Donc, n'hésitez surtout pas, là, dès qu'il y a une inquiétude, une question que vous avez besoin de ventiler, la ligne parent est toujours présente pour vous 24/7. Puis n'hésitez pas à référer vos jeunes aussi à tel jeune. Donc, toutes les coordonnées sont sur nos sites Internet. Voilà, donc merci beaucoup et au plaisir de vous parler sur nos lignes parents et tel jeune. Merci.